libre arbitre est-il un leurre ? Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Pour nous, êtres humains, le libre arbitre est une question existentielle fondamentale. Il renvoie directement à ce qu'est le sens de la vie. Quel est le sens de la vie si d'un bout à l'autre de l'expérience, on ne peut faire aucun choix ? Ou encore, si d'un bout à l'autre de l'expérience, nos choix ne sont pas respectés. Grâce à la résilience, on peut aborder cette question de manière un petit peu différente. On part du principe qu'on est tous des êtres humains, et donc on englobe tous, en tant qu'être humain, une partie animale, qui se manifeste par l'ego. En définitive, la seule chose qui nous différencie avec l'animal, c'est précisément le libre arbitre. La possibilité de faire des choix en toutes circonstances. Et surtout la possibilité de mettre en avant soit sa partie animale, soit sa partie humaine. Et ce, dans n'importe quelle circonstance. Pour être définitivement convaincu que l'on possède un libre arbitre, il faut faire 2 expériences. Une expérience dans laquelle on n'a aucune possibilité de choix, et la même expérience avec laquelle on va utiliser son libre arbitre, volontairement. En réalité, de toute notre existence, il n'y a qu'une seule expérience pour laquelle nous n'avons aucun libre arbitre. Juste une seule. Nous ne pouvons pas choisir l'heure de notre départ, l'heure de notre décès. Mais pour tout le reste, nous pouvons exercer notre libre arbitre, en toutes circonstances. Prenons un exemple. Disons que je suis salarié d'une petite entreprise et que l'entreprise du jour au lendemain met la clé sous la porte. Le calcul est vite fait, je perds non seulement mon activité, mais également mon revenu, et donc ma sécurité financière et matérielle. Dans la foulée, je vais perdre également mon statut social et entraîner tous ceux qui dépendent de moi dans cette escalade vers le bas. Le bilan est donc que je vais vivre une période extrêmement stressante. Une période d'insécurité, de remise en question, ainsi qu'un coup dur pour l'estime de moi-même. Alors je peux choisir 2 voies, celle de mes défenses égotiques ou bien celle de la résilience. Si je cède à mes défenses égotiques, je vais avoir 3 choix, celle de l'attaque, de la fuite ou de l'immobilisme. En gros, je vais me battre pour retrouver du boulot, je vais essayer de sauver ma peau en m'accrochant au système social, ou je ne vais rien faire d'autre que de déprimer, de pleurer sur mon sort et de cracher après mon employeur. Ou après le système, ou après la société, ou après un peu tout le monde. Mais dans cette circonstance, je peux aussi décider de choisir d'exercer mon libre arbitre. Et donc de surfer sur l'événement qui m'arrive, bien tout simplement pour le transformer en une opportunité favorable. Et là, ce n'est pas juste 3 choix qui s'offrent à moi, mais tout le champ des possibles. Je peux décider, par exemple, de ne plus dépendre de personne pour assurer mon propre revenu, ni des aides sociales qui sont absolument humiliantes et indignes, pas plus que d'un nouvel employeur qui sera susceptible de me faire revivre encore cette même expérience désagréable. Tout comme je peux prendre aussi la décision de me servir des aides sociales comme béquille provisoire, puisqu'après tout c'est sa fonction, son utilité, et que par la force des choses, j'avais aussi investi dans cette assurance. Et dans ce cas-là, je vais me fixer de nouveaux objectifs, un nouveau cap, de nouveaux projets, et pourquoi pas un changement de vie radical. En fait, ce dont je vais me rendre compte, c'est qu'en me positionnant de façon défensive, et donc en utilisant mon ego pour régler mon problème immédiat, je vais juste parer au plus pressé pour projeter dans mon futur à peu près le même genre de circonstances qui m'ont amené à cette situation de dégringolade. Je refais exactement les mêmes choix de dépendance qui me conduiront exactement aux mêmes circonstances. Et là, en effet, j'ai l'impression de ne pas avoir de libre arbitre. J'ai l'impression de tourner en rond. Là, c'est pas métro, boulot, dodo, c'est boulot, chômage, dette, boulot, chômage, dette. Parce qu'en plus, les conditions économiques ne sont pas favorables. L'impression du serpent qui se mord la queue, c'est tout simplement parce qu'on a fait un choix d'ego pour une situation qui méritait un choix de résilience. Utiliser l'ego dans un contexte qui ne relève pas de la survie immédiate, c'est comme utiliser une rustine pour réparer un pneu de voiture qui vient d'être lacéré. Ça ne tiendra jamais. Alors qu'utiliser la résilience, c'est carrément changer de pneu. Et là forcément ça demande plus d'efforts au départ, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de facilité par la suite. La conclusion de tout ça, c'est que l'on perd son libre arbitre lorsque l'on utilise son ego à la place de la résilience. Et la vie serait tellement plus simple si on apprenait tout ça dès le départ. Le libre arbitre est certainement ce que l'on a de plus précieux à défendre, et aussi de plus intéressant à utiliser. Et dès qu'il y a de l'ego dans l'air, on est sûr de perdre sa liberté. Sa liberté de faire des choix et sa liberté tout court. Et donc la question fondamentale n'est pas de se poser la question si on a un libre arbitre ou pas, on en a un. La question fondamentale c'est comment s'en servir, comment le faire respecter et comment respecter celui des autres. Et oui, il ne faut pas oublier que le libre arbitre c'est à double sens. Et d'ailleurs on dit souvent que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, et dans le cas du libre arbitre, c'est tout à fait ça. Si l'on a en face de soi quelqu'un qui a fait un choix d'ego, un choix défensif,
On doit aussi respecter son expérience, ce qui ne veut pas dire que, en tant que résilient, on est obligé de s'engager dans l'expérience de l'autre. Et c'est bien à partir de là que l'on commence à poser ses limites, que l'on commence à se respecter, à se faire respecter, et à respecter l'autre en le mettant face à ses responsabilités, et donc aux conséquences de ses choix. Et voilà le point de départ de l'exercice du libre arbitre. Si dans sa vie on ne fait que des choix par rapport à l'ego, des choix défensifs, des choix de survie, il ne faut pas s'étonner d'être englué dans le monde de l'ego. Le libre arbitre ne peut pas s'exercer dans le monde de l'ego. C'est un monde où tout le monde est en codépendance. Et la dépendance comme l'emprise, eh bien c'est l'inverse de la liberté. Sortir de l'ego lorsque celui-ci n'est pas une nécessité absolue, et faire ses premiers pas en résilience, c'est faire la chasse à tout ce qui est de l'ordre de la dépendance et de l'emprise. Le mot résilience est souvent associé à des mouvements comme l'autonomie, le rejet du système, voire le survivalisme. Mais comme son nom l'indique, il s'agit bien d'une posture égotique là encore, une posture de survie. Vivre en dehors, en marge et dans le rejet de la société. Or, la véritable résilience, ça n'est pas du tout ça. La véritable résilience, c'est être libre, et donc exercer son pouvoir de libre arbitre et respecter le libre arbitre des autres. Bien sûr qu'il y a une notion d'autosuffisance et d'autonomie dans le choix de la résilience. Si je fais le choix, par exemple, de ne plus dépendre de l'industrie ou du supermarché du coin pour me nourrir, je vais devoir trouver d'autres solutions pour satisfaire mes besoins essentiels. C'est évident. Mais là encore, si je ne tombe pas dans l'ego et dans ses défenses, je m'ouvre tout le champ des possibles. Je peux apprendre directement dans le milieu naturel qui m'entoure pour trouver une partie de ma nourriture. Je peux aussi apprendre à cultiver, à élever des animaux si j'en consomme. Je peux apprendre à chasser, à pêcher. Mais en tant que résilient, ce n'est pas une obligation. Je peux aussi choisir de faire autrement. Et d'ailleurs, si je n'ai pas la main verte, j'ai tout intérêt à faire autrement. Et c'est grâce à cette ouverture d'esprit, à ce refus d'enfermement, que je ne me ferai pas piéger dans des mouvements survivalistes. Et donc que je ne retomberai pas à pieds joints dans le monde de l'ego. J'ai absolument le droit d'aimer cultiver mes tomates et ma salade dans mon jardin, tout comme j'ai le droit d'aller au cinéma, ou encore de me faire un petit plaisir régressif de temps en temps en m'enfilant une poche de fraises tagada. Le principe de la résilience, c'est de toujours être libre, et donc de ne jamais être en dépendance, et de ne jamais exercer d'emprise. Pour en revenir à mon histoire de jardinage, si dès aujourd'hui je choisis de manger de la qualité et des bonnes salades, en demeurant farouchement dans un positionnement de résiliente, je vais regarder tout le panel des choix possibles qui se présentent à moi. Si ça me fait plaisir d'apprendre le jardinage, c'est ce que je vais faire. Et il y aura de nouveau tout un panel de choix possibles, même si je n'ai pas de jardin immédiatement à ma disposition. Je vais pouvoir m'exercer à l'aquaponie à la maison, je vais m'inscrire dans un jardin partagé ou dans un jardin ouvrier, je vais aussi pouvoir demander à un propriétaire de me prêter une petite parcelle de terrain, ou encore, pourquoi pas, je vais me mettre à apprendre les techniques pour la graine germée. Pour un choix fait avec la résilience, il y a encore tout un champ des possibles qui s'ouvre, à partir de ce choix. Et avec la résilience, c'est ce qu'on aime, c'est qu'une porte en ouvre 10 autres. Mais ceci dit, je n'ai peut-être pas la main verte, et j'ai peut-être envie quand même de manger de bonnes salades. Alors je peux me mettre en quête d'un bon jardinier, ou d'un petit producteur qui travaille avec éthique, et là j'ouvre encore une nouvelle porte. Je vais pouvoir lui proposer soit un échange direct, du troc, si cela peut l'intéresser, ou bien alors un échange financier, ou encore un échange de services. Ou peut-être éventuellement, avec ce jardinier-là en particulier, eh bien, je vais prendre le goût du jardinage. Je viens à nouveau d'ouvrir une porte qui en ouvre 10 autres derrière. Et je n'ai pas eu besoin de lutter contre les industriels ou les supermarchés, mais simplement j'ai cessé de les nourrir. Et qui sait, ce que j'ai fait aura peut-être un effet boule de neige, au moins sur les personnes qui viendront manger de la bonne salade à la maison. En faisant ce choix de résilience, je ne me suis pas mise contre ce système, ou dans le rejet de ce système, ou en marge de celui-ci, je suis juste sortie de ma dépendance. Et donc la salade en sachet, eh bien c'est si je veux et quand je veux. Mais rien ne m'y oblige. Imaginez juste un instant le degré de liberté que vous obtenez lorsque vous sortez de vos dépendances. Considérons maintenant, vous prenez conscience de votre dépendance affective, et vous réglez votre problème. Que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que lorsque vous rentrez dans une relation, amicale ou intime ou affective, vous demeurez complètement libre d'en sortir à tout moment. Si ces personnes, par exemple, commencent à vouloir exercer une emprise sur vous, et donc de jouer à l'ego, bien vous restez totalement libre par rapport à ces personnes. Vous pouvez leur dire stop, leur faire remarquer, ou juste leur tourner les talons. Eux sont encore probablement très dépendants affectifs, mais pour vous c'est terminé. Leur jeu d'ego n'a donc plus aucune prise sur vous. Et puis si vous voulez continuer ce relationnel-là, en tant que résilient, c'est aussi possible. Vous les verrez tour à tour jouer les sauveurs, les bourreaux, les victimes,
Et puis comme vous ne serez plus dans le réactionnel, c'est eux qui finiront par céder, à baisser les armes, ou carrément à partir d'eux-mêmes. Et entre nous, il n'y a rien de plus terrible que le chantage affectif pour bousiller une relation. Et maintenant, toujours dans ce dossier de la dépendance affective, imaginez que vous preniez conscience qu'une personne avec laquelle vous êtes rentré en relation s'est littéralement servi de vous et vous a manipulé pour obtenir quelque chose. La manipulation, c'est la pire des emprises, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Bien, si vous êtes encore dépendant affectif, le jour où cette personne-là va vous mettre un coup de poignard dans le dos, va vous trahir, ou va vous laisser tomber comme une vieille chaussette parce qu'elle a trouvé plus intéressant à côté, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez souffrir, vous allez vous mettre en colère, ou vous allez être hébété de stupéfaction. Bien oui, les relations qui se nouent dans la dépendance, et donc dans l'ego, ne peuvent pas être des relations stables, authentiques et véritablement aimantes. Ça n'est pas possible. Et si précisément c'est ce type-là de relations que vous recherchez, des relations saines et authentiques, eh bien votre intérêt est de devenir résilient et donc de sortir de la dépendance affective. Un manipulateur n'a aucune prise sur l'indépendance affective, comme il n'en a aucune sur l'indépendance en règle générale. Alors ce n'est pas parce que vous êtes résilient que vous n'allez pas rencontrer des manipulateurs. La grande différence, c'est que premièrement, vous allez vous en apercevoir très rapidement, et deuxièmement, c'est que votre manipulateur ne fera pas long feu dans votre relationnel. C'est lui qui a besoin de vous pour la survie de son ego, pas l'inverse. Pour un résilient, la question de l'ego, elle est réglée. Tant qu'il n'est pas question de survie, l'ego reste au panier. Et lorsque l'ego reste au panier, bien c'est le libre arbitre qui peut se déployer. Avec le libre arbitre, il n'y a pas que la question de la dépendance ou de l'emprise qui est à aborder. Il y a aussi la question de la destinée. Et c'est une question délicate, parce que cette question relève des croyances. À mon sens, on a tous une véritable destinée. C'est cette chose dont on n'a pas la mémoire. On sait bien tous au fond de nous qu'on est venu faire quelque chose, accomplir quelque chose. C'est pas forcément des choses extraordinaires d'ailleurs. Mais voilà, notre destinée nous est inconnue. Et on peut passer complètement à côté. On peut passer à côté de sa vie, à côté de son bonheur, à côté de sa raison d'être, et mener sa vie de façon stérile d'un bout à l'autre. Enfin quand même, rassurons-nous, jamais à 100%. Encore une fois, ce qui nous empêche d'atteindre notre destinée, en réalité de comprendre le sens profond de notre existence, eh bien c'est parce que nous ne faisons que des choix d'ego, des choix de survie, des choix de peur et de sécurité. Et lorsque l'on commence à faire des choix de résilience, c'est-à-dire des choix de cœur, des choix de curiosité, des choix de respect, eh bien petit à petit, et très bizarrement, la vie commence à retrouver du sens, et on finit par comprendre quelle était réellement notre destinée. Comme tous les chemins sont censés mener à Rome, eh bien toutes nos expériences nous ramènent à notre destinée. En fait, ça tourne toujours autour du pot. Plus on utilise l'ego, plus on s'éloigne de notre centre, plus on utilise la résilience, plus on s'en rapproche. J'en conclus que le libre arbitre et la destinée ne s'opposent pas. Le libre arbitre ne pouvant s'exercer pleinement que hors du contexte de l'ego, aucun des choix que nous pouvons faire en pleine conscience et en toute liberté ne peuvent nous éloigner de notre destinée. Notre destinée, c'est l'élément central autour duquel tournent toutes nos expériences. Nos expériences menées dans l'ego, ainsi que nos expériences menées en résilience. Pour rester concrète, prenons un exemple à la con. Et disons que votre destinée était de devenir cordonnier. Eh bien, votre propre ego et l'ego des autres, des personnes qui vous influencent, va vous mener à vous écarter complètement de votre destinée de cordonnier. On va vous faire croire que ce n'est pas un métier pour vous. On va tout faire pour vous empêcher ou vous dissuader de faire cette formation de cordonnier qui vous tient à cœur. Bref, le monde de l'ego va vous écarter de votre centre. Et c'est justement ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Et puis à l'inverse, si vous faites tous vos choix avec résilience, que vous ne vous laissez plus influencer par l'ego des autres, ni par votre propre ego, toutes vos expériences et vos rencontres, votre relationnel, vous attirera autour du métier de la cordonnerie. L'ego écarte et la résilience attire. Ce sont deux forces qui en apparence s'opposent, mais qui vous permettent aussi de retrouver votre centre. Et si réellement être cordonnier était votre destinée, eh bien il n'y a que en exerçant ce métier que vous trouverez du sens à votre vie et que vous vous épanouirez. La destinée, c'est en fait le meilleur choix possible pour mener une existence heureuse et enrichissante à tout point de vue. Lorsque l'on a l'impression de perdre son temps et de perdre sa vie, c'est parce que l'on a le sentiment profond de passer à côté de sa destinée, de vivre à côté de ses pompes, tout simplement. Et donc d'être décentré, désaxé, perdu. Il n'en est rien en réalité, ce sont juste les conséquences de nos propres choix d'ego que l'on subit ou de l'influence des égos des autres que l'on subit aussi. Alors un petit peu de résilience dans tout ça, en utilisant son libre arbitre et en le faisant valoir, et on retrouve très vite son chemin. Pour en terminer maintenant avec le libre arbitre, une question d'actualité. Que se passe-t-il lors d'une montée en dictature ? Une montée en dictature est une privation collective de libre arbitre. C'est d'abord une proposition de cette privation collective pendant la montée en dictature, puis de l'instauration de cette privation lors de la dictature elle-même.
Et c'est ce qui se passe en Corée du Nord depuis 2 générations, père et fils. Avant la montée en dictature, on a le choix. Pendant la montée en dictature, on a déjà beaucoup moins de choix. Et lors de la dictature elle-même, bien le libre arbitre est réduit à peau de chagrin. Éviter une dictature est donc un choix collectif. Profiter d'une dictature est un choix conscient. Subir une dictature est un choix normalement inconscient. Comment aborder cette question d'un point de vue du regard d'un résilient ? Le résilient a un regard plutôt aguerri sur la question, parce qu'avant d'être résilient, il a beaucoup subi le monde de l'ego. Et donc la montée en dictature, il va la voir arriver de très loin. Il va bien sûr faire ce qu'il faut pour prévenir, pour mettre en garde, pour alerter, pour diffuser des informations, pour communiquer sur ce qu'il se passe, pour mettre les siens à l'abri. Mais en général, il n'est pas vraiment écouté. On aurait même plutôt tendance à remettre sa parole en doute, évidemment. Donc ce qu'il va faire, et très rapidement, c'est se mettre à distance et protéger son libre arbitre. La dynamique première d'une dictature étant bien évidemment la privation totale de toute forme de liberté. Et la privation de liberté pour un résilient, c'est juste pas possible. Et si une dictature est au final un choix collectif, alors le résilient va faire ses bagages avant que l'étau ne se referme. Un dictateur, à n'importe quelle échelle, que ce soit collectif ou à l'échelle d'une cellule familiale, ça fonctionne toujours de la même façon. Un dictateur ne peut rester dictateur que s'il construit un bunker autour de sa zone d'influence. Et quand vous demeurez dans la zone d'influence d'un dictateur, vous vous laissez enfermer de fait dans son propre bunker. Il s'agit d'abord de murs invisibles, de murs psychologiques, idéologiques. Donc ça commence par de la propagande, du mensonge, de la manipulation, de la séduction, des promesses, disant que ça ratisse plutôt large. Et puis après, il y a les interdictions, les premières punitions qui commencent à pleuvoir, l'épuisement physique, moral, pécunier, qui est très bien organisé, les contrôles, les sanctions, la délation qui est encouragée, et puis le chantage, les pressions, les corruptions. Ensuite vient les fermetures des frontières, et puis les vrais murs, les interdictions d'aller et venir, de rentrer et de sortir, les confinements et les couvre-feux arbitraires. Le dictateur va vous faire croire que l'extérieur est mauvais, que tout ce qui vient de l'extérieur est dangereux, que lui seul veut votre bien, que lui seul détient la vérité, et qu'à ce titre, vous devez obéir sans poser de questions. Obéir à ses moindres caprices, à ses moindres loufoqueries. Et d'ailleurs, arrivé à ce stade-là, si vous dérogez, il vous détruira. Donc voilà, rester enfermé dans une dictature pour un résilient, non merci. Et d'ailleurs, c'est même pas négociable. La dictature étant un choix collectif, à la fois conscient et inconscient, et c'est ce qui en fait quelque chose d'inéluctable. Donc ce que va faire le résilient à ce moment-là, c'est de préparer l'après-dictature. Le dictateur fait partie du monde d'avant, du passé, de l'obsolète, du non-viable, de toutes ces choses arrivées en bout de course qui ne tiennent plus la route, qui ne sont plus profitables pour personne, et certainement pas pour l'évolution humaine. Toutes ces choses-là, pendant la dictature, vont être poussées au paroxysme, jusqu'à friser l'horreur autant que le ridicule. La dictature s'achève, et avec elle la fin du dictateur, lorsque l'on atteint une masse critique de personnes qui finissent par refuser cette dictature, qui finissent enfin par ouvrir les yeux, reprendre leurs esprits et exercer leur libre arbitre. Alors, la résilience, là-dedans, c'est très pragmatique. On prend directement le raccourci, on perd pas son temps, on ne se fait pas souffrir non plus inutilement, on construit directement l'avenir sur de nouvelles bases, et des bases saines, pas sur les bases que le dictateur est en train de détruire. Un dictateur, qu'il soit petit ou grand, c'est quelqu'un qui est en réaction égotique dans le mode bourreau. Et c'est donc quelqu'un qui est en phase de prédation, exactement comme un animal. Et comme chez tous les prédateurs isolés, ce qui prédomine, c'est la lâcheté. Mettre les plus forts de son côté pour s'attaquer aux plus faibles, aux plus isolés. En soi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui n'est pas solide et tout ce qui n'est pas protégé, y compris ses propres valeurs humaines, lorsqu'elles ne sont pas profondément ancrées. Ça s'envole en fumée avec un dictateur. Et donc pendant une montée en dictature, ce qu'il faut faire en premier, c'est de mettre tous les plus fragiles et les plus faibles, ceux qui n'ont pas de libre arbitre, en sécurité et à l'abri. En tout premier lieu, les enfants. Et puis ensuite, les femmes isolées, les personnes fragiles sans moyens de défense, nos animaux, très important aussi. Et une fois que tout ça est fait, que tout le monde est à l'extérieur du bunker, eh bien on peut lâcher Médor. Car faute de proie facile à se mettre sous la dent, il finira par se retourner et à s'en prendre à ses congénères corrompus. Et ça, c'est pas du tout un problème. Qu'il fasse lui-même son ménage, ça nous évitera de nous salir les mains. C'est bien ce qu'on peut constater juste par observation. Les premières victimes d'une dictature, c'est toujours la même chose. Les enfants, les femmes isolées, les animaux, les personnes fragiles ou déjà stigmatisées, tous ceux qui n'ont pas de libre arbitre ou très peu accès à celui-ci. Et puis là, ce qui se passe en France en ce moment, c'est gratiné. Bon, heureusement aussi, ça commence à friser le ridicule, donc ça va mieux. Mais je dirais quand même que c'est loin d'être terminé.
Parce que qu'est-ce qui vient après le prédateur dans la nature? Ben les charognards et les nettoyeurs. Et donc, pour vos prochaines élections en France, ben c'est déjà plié. Ce sera soit la prolongation des prédateurs, soit l'arrivée des charognards. Vive le monde de Lego, n'est-ce pas? D'un point de vue résilient, ce sera absolument sans surprise. Maintenant, ça risque de jeter un effroi pour les inconscients. Ça finira peut-être par les réveiller, on sait jamais. Si l'on ne peut pas éviter ça, on peut néanmoins prendre la porte de sortie, en devenant progressivement résilient, et surtout en utilisant son libre arbitre.